Alors, allons-y tout de suite avec la troisième de ces présentations. Deux conférenciers cette fois pour vous présenter ce texte, cette intervention sur la décentralisation, cette fois de la gestion foncière et l'amélioration du cadre de vie avec l'exemple des services fonciers municipaux au Burundi. Alors, qui sont-ils? Je les invite à entrer. Allez, n'ayez pas peur, entrez. Madame Galpin, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Claire Galpin est géomètre expert, spécialiste en politique foncière et vice-présidente administration et communication pour la commission 7 de la Fédération. En France, elle est basée en France, dans de nombreux pays africains et latino-américains. Madame Galpin a travaillé sur les questions de modernisation des services fonciers, les services en charge de la gestion foncière décentralisée et les outils fonciers en faveur de la protection des groupes vulnérables. Elle est présidente depuis 5 ans de Géomètres sans frontières, une association française dont les buts sont d'appuyer les projets intergénérationnels en matière foncière. Et elle est accompagnée, bonjour monsieur, de monsieur René-Claude Niyonkourou, juriste spécialiste des questions de gouvernance et de développement pour l'Association pour la paix et les droits de l'homme au Burundi, une association qui collabore depuis 2008 avec Géomètres sans frontières et avec l'Union européenne dans la mise en place de services fonciers communaux. Et cette association, APDH, est également membre de la Coalition mondiale pour l'accès à la terre. Alors, je vous en prie. The floor is yours. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs. Je remercie la facilitatrice qui fait un travail extraordinaire. Et je remercie aussi les Québécois pour l'accueil extraordinaire. Vous êtes déjà confrontés au froid, mais c'est amplement compensé par cette chaleur humaine. Merci beaucoup pour ça. C'est aussi très intéressant de participer dans cette conférence parce qu'encore une fois, ça permet de connecter les dynamiques locales au débat global par rapport à tout ce qui est réforme foncière. J'ai toujours eu 3 questions que je pose aux gens au début des conférences, des occasions comme ça, sur le Burundi. Vous, je ne vais pas vous les poser. C'était de savoir combien de gens savent que le Burundi est un pays, combien savent où il se trouve, et combien ont déjà été là-bas. Mais le prix est évidemment réservé à ceux qui planifient d'aller là-bas. Et bienvenue au Burundi. J'ai vu le drapeau du Burundi ici à côté. Il faudra venir avec ça pour référence. C'est bon, c'est accueillant. Ce n'est pas seulement un pays en situation post-conflit, de guerre, de misère, de quoi. Il y a aussi de quoi découvrir. Et il y en a même qui sont déjà tombés amoureux du Burundi. On va faire notre brève présentation parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je vais m'occuper de vous transporter un peu dans le contexte local. Claire Galpin va parler de l'initiative que nous avons déjà développée avant quelques réflexions finales. J'aime introduire des présentations comme ça par une réflexion qui devrait toujours revenir dans toutes les initiatives. Les époques ont changé, les enjeux ont changé, les outils, les systèmes évoluent, mais je pense qu'il y a une constante dans ce que nous faisons sur le travail en matière foncière. C'est qu'au centre de toutes les initiatives, au centre de toutes les réformes, c'est les gens, c'est les personnes, c'est les communautés. Et je pense, s'il faut le dire ainsi, le foncier, la terre, c'est le plus grand patrimoine de l'humanité que nous partageons en commun. Si bien qu'il y a certaines mesures qui sont prises ça et là, même en dehors, je dirais, de tout le circuit assez connu des grandes organisations mondiales qui affectent nécessairement les tendances au niveau de la gouvernance mondiale, les tendances au niveau de l'économie mondiale. Donc, ça reste une préoccupation. Et je pense qu'il nous faut garder les personnes au centre, au cœur du débat, au cœur des réformes. Ça, c'est particulièrement vrai et profond dans les contextes en situation post-conflit, comme le Burundi, parce que l'administration, la gestion foncière, c'est à la fois une question de politique, mais aussi une question politique. Parce que non seulement ça influence, ça joue, c'est même souvent au centre des conflits qui sont dans les pays, mais aussi quand il faut encore une fois sortir de ces situations de conflit et reconstruire l'État, la terre, le foncier, la gestion, l'administration
du territoire est encore au cœur de tous les efforts de consolidation de la paix, de tous les efforts de construction, de reconstruction de l'État, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national. La situation au Burundi, oh mon Dieu, est extrêmement complexe. Parce que, comme je le disais, c'est un pays en situation post-conflit. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce qu'il y a encore des défis majeurs. Et des défis qui sont à la fois structurels, mais aussi conjoncturels. Dans un pays avec une démographie galopante comme le Burundi, je pense qu'après le Niger et le Rwanda, nous avons le taux de natalité le plus élevé au monde. Dans un pays où les gens n'ont pas d'autres sources de revenus, dans un pays qui a connu la guerre civile pendant plus de 4 décennies, avec tous les flux de déplacement internes, mais aussi de réfugiés à l'extérieur du pays, mais aussi dans un contexte où on observe une adéquation des lois, des politiques, des systèmes en place, la situation ressemble non moins à une crise au propre comme au figuré. On ne va pas trop donner les détails, on pourra peut-être revenir pendant les débats. Un aperçu sur la tenue foncière, on a parlé ce matin, je pense d'ailleurs depuis le début, de dualisme juridique. La Constitution burundaise reconnaît, c'est la plupart d'ailleurs des constitutions qui le reconnaissent, et garantit le droit à la propriété. Même aux étrangers, moyennant la réciprocité, je ne sais pas ce que prévoit la Constitution canadienne, je vais vérifier pour la réciprocité. La loi foncière au Burundi distingue les terres de manière de l'État et les terres dites appropriées, c'est-à-dire celles qui appartiennent au privé. Et depuis 2011, nous avons un nouveau code foncier qui aussi reconnaît, perpétue le même dualisme juridique, parce qu'il reconnaît en même temps la légitimité du droit de propriété acquis exercé en vertu de la coutume, mais malheureusement aussi d'autres problèmes parce que jusqu'à présent, l'héritage en vertu du droit coutumier, les droits fonciers, est limité uniquement aux hommes. Vous comprenez tous les problèmes que ça pose au niveau des femmes qui aujourd'hui constituent la majorité de la population. Aussi, selon le même code, tous les droits doivent être enregistrés pour être efficacement et totalement protégés par la loi. Ça ne correspond pas à la réalité parce que la réalité est que moins de 5%, depuis l'introduction du cadastre à l'époque de l'administration coloniale belge jusqu'à présent, il y a approximativement 5% des terres qui sont enregistrées. Et donc le reste ne serait pas, en fonction de cette loi, protégé, ce qui pose un problème majeur. Et les gens aboutissent à un bricolage à leur niveau, parfois avec des papiers de fortune. Ils y croient, ils pensent que ça suffit pour garantir leurs droits. Ça, ce n'est pas délivré par l'administration. Il faut, on l'a dit hier, il faut toujours un cadre normatif et institutionnel. C'est vrai, au sortir de la guerre en 2000, avec les accords d'Arusha, la décentralisation était prônée comme l'une des solutions possibles. Ceci a été aussi traduit dans la Constitution post-transition de 2005. La loi communale qui a été adoptée en 2005 et revue en 2010 a aussi consacré le principe de la décentralisation des services. Et en 2007, on a élaboré une politique nationale de la décentralisation qui a servi de base pour la mise en place des services fonciers communaux dont Claire va vous parler. Pour dire que cela a aussi été repris dans une lettre de politique foncière adoptée en 2010 et même dans le code foncier de 2011. La base légale est là, le cadre normatif est là et on voit dans la pratique ce qui se passe. Voilà, la parole à vous. La décentralisation de la gestion foncière, est-ce vraiment une solution ? Ces projets de décentralisation de gestion foncière, qui sont des outils, les fameux Proper Land Tools, qui sont vraiment des outils qui ont été faits en faveur des pauvres, sont souvent présentés comme des histoires à succès ou des histoires de succès, des choses qui marchent. On a toujours un joli film avec le paysan tout content d'avoir son papier, mais parfois la réalité est différente. Et les contraintes sont différentes, on va le voir dans le cours de l'exposé.
Alors, là, un rapide aperçu des différents guichets fonciers qui ont été, services fonciers communaux, pardon, qui ont été mis en place au niveau du Burundi, donc avec des gros appuis de la coopération suisse et de l'Union européenne, mais également de l'aide américaine. Mais qu'est-ce que c'est qu'un service foncier communal ? Mais un service foncier communal, alors évidemment, on a plein de géomètres et d'arpenteurs dans la salle, donc ça va paraître peut-être des choses qui sont triviales, mais ce n'est pas toujours aussi évident dans les pays dans lesquels on a à intervenir. C'est d'abord un service de proximité, parce qu'en fait, au Burundi, par exemple, il y a simplement 3 services du titre foncier qui se trouvent à des distances de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres, et qui rendent les choses difficiles. Donc la demande de la proximité des populations est quelque chose d'important. C'est un service qui va impliquer les populations et la population locale dans tout le processus de validation des droits fonciers à travers une reconnaissance collinaire, la colline étant l'entité administrative de base au Burundi. Parce que c'est quand même un pays comme le Rwanda, le pays des 1000 collines. Donc, à travers une reconnaissance collinaire qui donc est publique et contradictoire, ce qui n'était pas toujours évident, et qui est appuyée par un certain nombre d'outils fonciers, les outils habituels sur lesquels on ne reviendra pas dans le détail, mais qui sont des registres, des formulaires et des outils de mesure assez classiques et voire basiques, on le verra dans le cours de l'exposé. Ce sont des services également qui sont à bas coût, mais surtout à coût ajusté aux possibilités de la population. Et ce sont donc les élus des communautés, des communes qui déterminent les prix en fonction et par la connaissance des possibilités des populations locales. Et puis ce sont des procédures qui sont soit sur une demande individuelle, soit sur des opérations groupées, sachant que toutes ces opérations-là sont à titre expérimental pour le moment. Alors, on va faire le tour de la procédure de la reconnaissance collinaire. 3 points importants. C'est d'abord une commission de reconnaissance collinaire qui est composée de représentants de la commune et de la colline, donc des personnes élues qui sont à l'intérieur de ces commissions, mais également des sachants, des agents fonciers qui sont formés aux techniques de mesure, mais également à toutes les techniques juridiques qui vont leur permettre d'appuyer les délimitations et qui sont secrétaires de cette fameuse commission de reconnaissance collinaire. Et puis des outils fonciers qui sont taillés sur mesure, donc ces fameux registres, ces fameux formulaires et ces fameux outils de terrain. On va les passer à travers une série de photos. Ce sera plus sympathique que de longs discours. Donc tout d'abord, un grand travail de sensibilisation et d'information des populations en préalable à toutes les opérations de mise en place du service foncier, mais également des opérations foncières qui vont se mettre en place au fur et à mesure. L'introduction d'une demande, avec ici l'illustration qui n'est plus une photo, mais qui est un dessin, à travers un outil qui s'est créé, qui est une boîte à images, qui permet d'aller vers la population avec des images simples, des messages simples, écrits en langue locale, et qui permettent de faire et l'information et la sensibilisation des populations quant à la demande. On a dit que la reconnaissance était publique et vous voyez que, sans exagérer, il y a toujours un petit peu de monde lors de ces convocations parce que la terre est vraiment le bien important et le bien précieux, outre la vache, au Burundi. On a dit aussi que la reconnaissance collinaire était contradictoire et on voit donc dans ces opérations de terrain, de reconnaissance et de mesure que les agents des services fonciers et les personnes demandeurs et voisins sont l'une et l'autre sur place. On voit aussi, comme on le voit sous toutes les latitudes, quand on parle de terre et quand on parle de terre rurale, c'est que les gens sont très attachés à leurs morceaux de terre, à leurs petits lopins, ou leurs grands lopins d'ailleurs, et que les débats sont parfois animés de façon à déterminer, de façon toujours contradictoire, cette limite et essayer de limiter les conflits. Il est bien évident que dans le cas des opérations, si l'accord n'est pas obtenu en fin des opérations, le
le processus va s'arrêter et les personnes seront renvoyées soit à un autre terme de médiation, soit au tribunal. Les opérations, donc ici, se continuent donc par des opérations de croquis et de collecte de l'information, parce qu'en fait, il va falloir essayer de dessiner la forme de la parcelle, donc des choses connues, et puis des opérations de mesure. Donc vous avez tous vu qu'on utilisait un matériel extrêmement évolué, les jalons et la chaîne étant la base des mesures, avec parfois un petit GPS de navigation qui permet de relever des coordonnées quand les parcelles sont beaucoup plus grandes, pour aboutir à la création d'un certificat foncier qui est lui-même décidé de façon manuelle et qui est lui-même enregistré dans un registre foncier qui garantit la sécurité juridique. Alors, quels sont les domaines d'impact de ces opérations? Eh bien, tout d'abord, ils ont beaucoup contribué à la résolution des conflits inter- et intrafamiliaux. 80% des conflits étaient portés devant les tribunaux, enfin 80% des conflits portés devant les tribunaux étaient des conflits fonciers. Le fait d'avoir cette reconnaissance publique et contradictoire de façon en proximité a permis de résoudre quasi 50% des conflits existants ou latents. Le domaine d'impact important en Afrique d'une manière générale, c'est quand même toujours la question de l'accès des femmes à la terre. Et là aussi, même si ce ne sont pas des avancées aussi considérables que pour les conflits, aujourd'hui, 10% des femmes burundaises en milieu rural ont pu, et dans les opérations qui ont été menées sur les services fonciers communaux, ont pu enregistrer leurs droits qui sont liés à la vente et non pas à l'héritage, puisque les femmes burundaises sont exclues de quasi la totalité de l'héritage en matière foncière. Les autres domaines d'impact, c'est tout d'abord le relèvement économique des communautés rurales à travers l'accès au crédit. Alors bon, ça fait un petit peu Banque mondiale cette affaire-là, mais quand on parle d'accès au crédit, on pense souvent à la microfinance qui va permettre à des gens d'accéder à un petit capital qui parfois leur sert tout simplement à payer les droits de scolarité de leurs enfants. On a du mal à comprendre qu'une personne qui possède 2 hectares, c'est-à-dire 4 fois la moyenne de possession en milieu rural au Burundi, va emprunter pour prendre 30 000 francs, ça veut dire à peu près 25 €, pour payer les frais annuels de scolarité à leurs enfants. Donc ça, c'est une opportunité pour eux d'y arriver. Et puis une amélioration de la gouvernance locale, parce qu'aujourd'hui, les élus sont impliqués dans ces commissions de reconnaissance, et cette implication, elle permet aux yeux de tous de reconnaître les choses. Le dernier domaine d'impact est un domaine qu'on a identifié notamment au Burundi, parce que ça ne se passe pas toujours de la même façon partout dans le monde. C'est toute cette canalisation de ressources humaines et matériel, bien évidemment, à travers des partenariats, et notamment à travers les partenariats avec les bailleurs de fonds, mais également tous les acteurs locaux et nationaux. Et c'est un excellent exemple de coopération nord-sud qui a un impact direct sur la population et qui a été maîtrisé au niveau local, avec la création du groupe sectoriel foncier, dans lequel sont impliqués non seulement tous les animateurs locaux, les associations, la société civile, l'administration, mais également les bailleurs, qui se trouvent là tous ensemble au sein d'une même entité et qui coordonnent leurs efforts. C'est une initiative à souligner, parce que c'est assez rare dans tous ces projets. Les égos des bailleurs sont parfois extrêmement développés. Autre possibilité, alors ça c'est de la petite coopération, on va dire. En fait, depuis 4 ans, Géomètres sans frontières appuie la PDH et soutient un des services fonciers communaux à travers l'envoi d'étudiants de l'École supérieure des géomètres et topographes en appui aux services fonciers communaux, d'une part pour résorber les stocks qui se créent parce que les ressources humaines ne sont pas suffisantes, mais également pour essayer d'appuyer, de découvrir l'ensemble des réalités de la vie à l'étranger.
Quels sont les défis? Les défis, c'est la généralisation sur tout le territoire à travers une appropriation et une autonomie. Mais cette appropriation et cette autonomie, elle part à travers la pérennisation financière de ces richets fonciers, de ces services fonciers communaux. Et cette question de la pérennisation financière, c'est une question récurrente à tous les projets de gestion foncière décentralisée en Afrique. Cette pérennisation foncière, elle passe également à travers toutes les compétences, le renforcement des compétences locales, parce que dans nos matières géomatiques, c'est très en deçà de ce dont on pourrait avoir besoin, mais également considérer qu'il faut adapter le temps du projet au temps du changement et que cette appropriation et ce temps du projet ne prend pas en compte le temps du changement. Quelques réflexions. Je ne veux pas conclure. Le débat sur le foncier ne sera jamais conclu, même longtemps après notre mort. Mais nous pensons qu'il est possible d'améliorer la qualité de la vie en favorisant un accès équitable, un accès sécurisé à la terre. Et si la décentralisation y contribue comme stratégie, la question n'est pas aussi définitivement résolue, parce que dans la plupart des pays, la décentralisation, ça consiste beaucoup plus souvent en transfert de problèmes, en transfert de responsabilités sans que les moyens ne suivent pas. De quoi parlons-nous au niveau de la décentralisation? Il y a toute une série de mesures d'accompagnement qui souvent ne sont pas au rendez-vous. Et ce que nous faisons là-bas aussi, c'est qu'il ne faut pas toujours se limiter uniquement à une vision simpliste. Ce n'est pas uniquement une procédure technique, parce qu'il faut aussi tenir en considération l'économie politique des réformes. L'homme politique n'est pas toujours prompt à soutenir de telles initiatives. On a questionné l'aspect de volonté politique depuis le début, même dans les présentations antérieures. L'autre défi, c'est que quand on n'y réfléchit pas et que les moyens ne suivent pas, on aboutit dans une situation de confusion entre décentralisation et recentralisation. Parce que les entités locales, à un certain moment, seront obligées de tendre la main vers l'État central. Comment est-ce qu'on peut profiter de tels processus dès le début pour clarifier quels seront les rôles de l'entité décentralisée et de l'État au niveau central, des collectivités, mais aussi d'autres personnes, d'autres institutions qui peuvent aider. Aussi, il y a une autre piste de questionnement qui reste pour moi. Comment est-ce qu'on peut utiliser la décentralisation de la gestion foncière dans ces cadres comme ça pour promouvoir les droits humains? On a parlé de l'exclusion des femmes. Il y a d'autres personnes marginalisées, les autochtones. La gouvernance au niveau local, souvent le cadastre, tout ce que nous faisons ici, ça fait partie des problèmes plutôt que de la solution. Parce que quand les gens subissent l'État, quand il y a des problèmes de gouvernance, on a beau mettre un système administratif nouveau en place, ça va peut-être perpétuer les situations d'injustice, les situations d'exclusion de certaines catégories de la population. Et la question qui se pose à nous tous ici, comment finalement, comme je le disais tout au début, utiliser la technique au service de la population. La géomatique, le cadastre, ce n'est pas des notions abstraites, et tout ce qui se fait dans ce domaine devrait servir à la population. Merci beaucoup. Marakoze. On y va. Merci vraiment beaucoup à vous deux. Cette histoire venue d'Afrique était vraiment très, très intéressante puisqu'elle répondait en partie et concrètement, en tout cas, à l'une des questions qui était posée ce matin. Comment peut-on mesurer les résultats quand on améliore le cadre foncier? Est-ce qu'on peut voir assez rapidement à quel point l'économie locale ou nationale s'améliore? Alors, il y a des éléments de réponse dans tout ça, mais on voit que les défis sont très nombreux. Alors, merci aussi. La grande question, donc, comment mettre vraiment la technique et les technologies nouvelles est absolument incroyable que vous nous montrez, comment les mettre réellement au service des populations.